Audiolib présente Appelle-moi par ton nom d'André Assiman. Traduit de l'anglais par Jean-Pierre Aoustin. Lu par Gabriel Bismuth Bien-Aimé. Pour Albio, Alma de mi vida. Nous étions, et il a dû en reconnaître les signes bien avant moi, en train de flirter. Ce soir-là, j'écrivis dans mon journal intime. J'exagérais quand j'ai dit que je croyais que tu détestais ce morceau. Ce que je voulais dire, c'est « Je croyais que c'était moi que tu détestais. J'espérais que tu me persuaderais du contraire, et tu l'as fait pour un certain temps. Pourquoi en douterais-je à nouveau demain matin ? Alors voilà qui il est aussi, me dis-je, après avoir vu comment il passait de la glace au soleil. J'aurais aussi bien pu demander « Est-ce que je passe aussi de l'un à l'autre de la même manière ?» PS. Nous ne sommes pas écrits pour un seul instrument. Je ne le suis pas, et toi non plus. J'avais été parfaitement enclin à le cataloguer comme quelqu'un de difficile et d'inapprochable, et à ne plus rien avoir à faire avec lui. Mais 2 mots de lui, et j'avais vu mon apathie boudeuse se muer en « Je jouerai tout ce que tu veux jusqu'à ce que tu me demandes d'arrêter, jusqu'à ce que ce soit l'heure de déjeuner, jusqu'à ce que la peau de mes doigts s'amenuise, parce que j'aime faire des choses pour toi, ferai n'importe quoi pour toi. Tu n'as qu'un mot à dire. Tu m'as plu dès le premier jour, et même quand tu réagiras froidement à mes offres renouvelées d'amitié, je n'oublierai jamais que cette conversation a eu lieu entre nous, et qu'on peut facilement ramener l'été même en pleine tempête de neige. C'est que la froideur et l'apathie ont tendance à annuler instantanément toutes les trêves signées et les résolutions prises dans des moments plus ensoleillés. Puis vint cet après-midi de juillet où, notre maison s'étant vidée, nous étions seuls, lui et moi, et le feu me tordait les entrailles. Car ce mot, feu, fut le premier et le plus simple qui me vint à l'esprit ce soir-là quand j'essayais de mettre mes idées au clair dans mon journal intime. J'avais attendu et attendu dans ma chambre, cloué sur mon lit dans un état fébrile de terreur et d'espoir. Pas un feu de passion, pas un feu ravageur, mais quelque chose de paralysant. Comme le feu de ces bombes qui absorbent l'oxygène autour d'elles et vous laissent pantelant parce que vous avez reçu un coup à l'estomac et qu'un vide subit a déchiré tous les tissus de vos poumons et desséché votre bouche. Vous espérez que personne ne parlera parce que vous ne pouvez pas parler, ni ne vous demandera de bouger parce que votre cœur obstrué bat si vite qu'il semble prêt à cracher des éclats de verre plutôt que de laisser couler autre chose dans ses cavités rétrécies. Un feu pareil à la peur, à l'affolement. 1 minute de plus et je mourrai s'il ne frappe pas à ma porte. Mais en même temps, j'aimerais autant qu'il ne frappe jamais plutôt que de frapper maintenant. J'avais appris à laisser ma porte-fenêtre entr'ouverte, et j'étais étendu sur mon lit, vêtu de mon seul maillot de bain, le corps entier en feu. Un feu comme une prière qui dit « S'il te plaît, dis-moi que je me trompe, que j'ai imaginé tout ça. Parce que cela ne peut pas être vrai pour toi aussi. Et si c'est vrai pour toi aussi, alors tu es l'homme le plus cruel qui soit. » Cet après-midi-là, il finit bel et bien par entrer dans ma chambre sans frapper, comme appelé par mes prières, et il demanda pourquoi je n'étais pas avec les autres à la plage. Et tout ce que je pus songer à dire, mais ne pus me résoudre à dire, ce fut « pour être avec toi. Pour être avec toi, Oliver. Avec ou sans mon maillot de bain. Pour être avec toi sur mon lit, dans ton lit, qui est mon lit pendant les autres mois de l'année. Fais ce que tu veux de moi. Prends-moi. Demande si je le veux et tu verras quelle réponse tu recevras, mais ne me laisse pas dire non. Et dis-moi que je ne rêvais pas la nuit où j'ai entendu un bruit sur le palier près de ma porte et sus tout à coup que quelqu'un était dans ma chambre, assis sur le bout de mon lit, plongé dans ses pensées. Quelqu'un qui s'est finalement approché, s'est allongé, non à côté de moi, mais sur moi, qui était couché sur le ventre. Et ça m'a tant plu que, plutôt que de laisser voir que j'étais éveillé, au risque de le sentir se raviser et s'en aller, j'ai feint d'être profondément endormi en pensant « Ceci n'est pas, ne peut pas,
ne doit pas être un rêve parce que les mots qui me venaient à l'esprit tandis que je fermais bien les yeux étaient « c'est comme rentrer chez soi ». Rentrer chez soi après des années passées au loin parmi les Troyens et les Lestrigons. Comme revenir dans un endroit où tout le monde est comme vous, où les gens savent, tout simplement savent. Rentrer chez soi comme lorsque tout devient clair et que vous comprenez soudain que pendant 17 ans, vous n'avez fait que jouer en vain avec la mauvaise combinaison. C'est alors que j'ai décidé de te faire sentir, sans bouger un seul muscle de mon corps, que je serais prêt à m'abandonner si tu poussais, que je m'étais déjà abandonné, que j'étais à tout plein, tu n'étais plus là. Et bien que cela semblât trop réel pour être un rêve, j'étais convaincu que tout ce que je voulais désormais, c'était que tu fasses exactement ce que tu avais fait dans mon sommeil. Le lendemain, on joua au tennis en double, et, pendant une pause, alors que nous sirotions les citronnades de Mafalda, il posa sa main libre sur mon épaule et la pétrit doucement, en un simulacre de massage amical. Le tout très copain-copain. Mais j'étais si subjugué que je me dérobai vivement à son emprise, parce qu'un moment plus tard, je me serais ramolli comme un de ces petits pantins articulés dont le corps s'effondre dès qu'un ressort est touché. Surpris, il s'excusa et me demanda s'il avait pressé un nerf ou quelque chose. Il n'avait pas voulu me faire mal. Il devait se sentir mortifié s'il pensait qu'il m'avait fait mal ou touché d'une manière gênante pour moi. La dernière chose que je voulais, c'était le décourager. Je bredouillais quelque chose comme « ça ne m'a pas fait mal », et j'en serais resté là. Mais si ce n'était pas la douleur qui avait provoqué une telle réaction, qu'est-ce qui pouvait expliquer que je m'étais écarté si brusquement de lui devant mes amis? Alors j'adoptai l'expression de quelqu'un qui s'efforce vainement de cacher une grimace de douleur. Il ne me vint pas à l'idée que ce qui m'avait affolé quand il m'avait touché était exactement ce qui trouble les vierges lorsqu'elles sont touchées pour la première fois par l'homme tant désiré. Il déclenche en elles des sensations et des plaisirs inconnus, et bien plus troublants que ceux qu'elles sont habituées à éprouver seules. Il semblait encore surpris par ma réaction, mais avait tout l'air de croire à la douleur que je simulais. C'était sa façon de me venir en aide, en feignant d'ignorer les autres raisons expliquant ma réaction. Sachant, comme j'en vins plus tard à le découvrir, comme il était habile à démêler des signaux contradictoires, je ne doute pas qu'il avait déjà soupçonné quelque chose. « Laisse-moi arranger ça. » Il palpa prudemment mon épaule, puis se mit à la masser pour de bon. « Détends-toi, » dit-il devant les autres. « Mais je suis détendu. Tu es aussi raide que ce banc. Touche un peu pour voir, » dit-il à Martia, la fille qui était le plus près de nous. « Il est tout noué. » Je sentis les doigts de Martia sur mon épaule. « Ici, » ordonna-t-il en pressant fort la paume de la fille contre mon dos. « Tu le sens? Il devrait se détendre un peu, » ajouta-t-il. « Tu devrais te détendre un peu, » répéta-t-elle. Peut-être en ceci, comme avec tout le reste, parce que je ne savais pas parler en code, ne savais-je pas parler du tout. J'avais l'impression d'être un sourd-muet qui ne peut même pas s'exprimer par signes. Je balbutiais toutes sortes de choses pour ne pas dire ce que je pensais. C'était mon seul code. Tant que j'aurais assez de souffle pour prononcer quelques paroles, je pourrais m'en tirer. Sinon, le silence entre nous me trahirait sans doute. C'était pourquoi tout, même le non-sens le plus bafouillé, était préférable au silence. Oui, le silence me trahirait. Mais ce qui me trahissait sûrement les autres. Ma colère désespérée contre moi-même devait me donner un air d'impatience teinté de rage muette. Qu'il ait pu croire que celle-ci était dirigée contre lui ne m'a jamais traversé l'esprit. Peut-être était-ce pour des raisons semblables que je détournais les yeux chaque fois qu'il me regardait, pour cacher que j'en étais intimidé. Qu'il ait pu trouver cela vexant et riposter en me lançant un regard hostile de temps à autre ne m'a jamais traversé l'esprit non plus. Mais c'était autre chose que j'espérais qu'il n'avait pas remarqué dans ma réaction excessive à son geste amical. Je savais qu'avant de me soustraire à l'emprise de ses doigts sur mon épaule, je m'y étais presque abandonné, comme pour dire « J'avais si souvent entendu des adultes le dire quand quelqu'un leur massait un instant les épaules en passant derrière eux. N'arrête pas. » Avait-il remarqué que j'étais prêt non seulement à m'abandonner, mais à fondre dans ses bras? C'est le sentiment que je consignais aussi dans les pages de mon journal ce soir-là. Je l'appelais « la pâmoison ». Pourquoi m'étais-je ainsi pâmé? Et cela peut-il arriver aussi facilement, pensais-je?
Suffit-il qu'il me touche pour que je sois soudain dénué de toute énergie et de toute volonté? Est-ce ce que les gens veulent dire par fondre comme du beurre? Et pourquoi ne lui montrerais-je pas à quel point j'étais en effet comme du beurre? Parce que j'avais peur de ce qui pourrait arriver alors, craignais qu'il ne se moque de moi, raconte ça à tout le monde ou n'y prête aucune attention sous prétexte que j'étais trop jeune pour savoir ce que je faisais? Ou parce que s'il soupçonnait quelque chose, et quiconque soupçonnerait quelque chose serait forcément sur la même longueur d'onde, il pourrait être tenté d'agir en conséquence? Est-ce que je le voulais? Ou préférerais-je une vie entière de désirs inassouvis dès lors que nous continuerions indéfiniment ce petit jeu de ping-pong? Ne pas savoir, ne pas savoir, ne pas savoir? Motus, ne rien dire. Et si vous ne pouvez pas dire oui, ne dites pas non. Dites plus tard. Est-ce pourquoi les gens disent peut-être quand ils veulent dire oui, en espérant que vous penserez que c'est non, alors qu'en réalité ils veulent dire s'il te plaît, demande-moi encore et encore? Je repense à cet été-là et n'en reviens pas que, malgré tous mes efforts pour vivre avec le feu et la pâmoison, la vie m'eût encore offert des moments merveilleux. L'Italie, l'été, le chant des cigales l'après-midi, ma chambre, sa chambre, notre balcon qui nous isolait du monde entier, la douce brise qui apportait les parfums de notre jardin jusqu'à ma chambre à l'étage. C'est l'été où j'appris à aimer pêcher, parce qu'il aimait ça, à aimer faire du jogging, parce qu'il aimait ça, à aimer le poulpe, Héraclite, Tristan. L'été où, écoutant un oiseau chanter, humant l'arôme d'une fleur ou sentant la chaleur monter du sol sous un soleil ardent, parce que mes sens étaient toujours en alerte, il me semblait qu'il s'élançait spontanément vers lui. J'aurais pu nier tant de choses. J'avais très envie de toucher ses genoux et ses poignets lorsqu'il luisait au soleil avec ce lustre onctueux que j'ai vu chez si peu de gens. Que j'aimais que ses shorts blancs de tennis parussent perpétuellement tachés d'ocre, la couleur de sa peau au fil des semaines. Que j'adorais le reflet dans ses cheveux, chaque jour plus blonds, des premiers rayons de soleil avant même que l'astre ne fût complètement levé. Que sa chemise bleue bouffante, encore plus bouffante quand il la portait les jours venteux sur la terrasse près de la piscine, promit d'exhaler une odeur de peau et de sueur qui m'excitait rien que d'y penser. J'aurais pu nier tout cela, et croire à mes dénégations. Mais c'était le collier en or et l'étoile de David avec une mésousa dorée sur son cou, qui me disait qu'il y avait quelque chose de plus puissant que tout ce que je désirais de lui, car cela nous liait et me rappelait que, si tout le reste conspirait à faire de nous les deux êtres les plus dissemblables, cela au moins transcendait toutes les différences. J'avais vu son étoile presque immédiatement après son arrivée chez nous, et dès lors, j'avais su que ce qui m'intriguait et me poussait à rechercher son amitié, sans espoir de jamais trouver un moyen de le détester, était plus grand que tout ce que chacun pourrait jamais désirer de l'autre, plus grand et donc meilleur que son âme, mon corps ou la terre elle-même. Regarder son cou avec son étoile et son amulette révélatrice était comme regarder quelque chose d'intemporel, d'ancestral, d'immortel en moi, en nous deux, implorant d'être ravivé et réveillé de son sommeil millénaire. Ce qui me déconcertait, c'était qu'il ne semblait pas prêter attention au fait que j'en portais une aussi, comme il ne prêtait sans doute aucune attention au regard que je laissais errer du côté de son maillot de bain pour essayer de distinguer le contour de ce qui faisait de nous des frères dans le désert. À l'exception de Marie, il était probablement le seul juif qui eût jamais mis les pieds à B. Mais contrairement à nous, il laissait d'emblée voir qu'il en était un. Nous n'étions pas des juifs voyants. Nous portions notre judaïsme comme il est porté presque partout ailleurs dans le monde. Sous la chemise, pas caché, mais à l'abri des regards. Des juifs discrets, comme disait ma mère. Voir quelqu'un afficher son judaïsme sur son cou comme Oliver le faisait lorsqu'il prenait un de nos vélos et allait en ville avec sa chemise grande ouverte, nous choquait autant que cela nous enseignait que nous pourrions agir de même impunément. J'ai essayé de l'imiter quelquefois, mais j'étais trop gêné, comme quelqu'un qui essaie de se sentir à l'aise en se promenant tout nu dans un vestiaire mais finit par être excité par sa propre nudité. En ville, j'essayais d'arborer mon judaïsme avec cet air bravache qui vient moins de l'arrogance que d'une gêne refoulée. Pas lui. Ce n'est pas qu'il ne pensait jamais à ce qu'il était ou à la vie des Juifs dans un pays catholique. Parfois nous en parlions, au cours de ces longs après-midi,
où nous mettions tous les deux notre travail de côté et prenions plaisir à bavarder après que la maisonnée et les invités ont toutes les chambres disponibles pour faire une longue sieste. Il avait vécu assez longtemps dans de petites villes de la Nouvelle-Angleterre pour savoir ce que ça faisait d'être le juif du coin. Mais le judaïsme ne le troublait jamais comme il me troublait, ni n'était la cause d'un malaise métaphysique permanent entre lui-même et le monde. Il ne contenait même pas la promesse mystique tacite d'une fraternité rédemptrice. Peut-être était-ce pour cela qu'il n'était pas mal à l'aise avec sa judéité et ne ressentait pas le besoin d'y revenir constamment, comme les enfants essaient d'enlever la croûte d'une cicatrice qu'ils voudraient voir disparaître. Il était à l'aise avec le fait d'être juif. Il était à l'aise avec lui-même, comme il l'était avec son corps, avec son apparence physique, avec son revers de tennis bizarre, avec son choix de livres, cassettes, films, amis. Il ne se tracassait pas d'avoir perdu son précieux stylo Montblanc. Je peux acheter le même. Là aussi avec les critiques. Il montra à mon père quelques pages qu'il était fier d'avoir écrites. Mon père lui dit que ses idées sur Héraclite étaient brillantes mais avaient besoin d'être confortées, qu'il devait accepter la nature paradoxale de la pensée du philosophe, pas seulement la justifier. D'accord pour conforter, d'accord pour le paradoxe. Retour à la case départ. D'accord pour ça aussi. Il invita ma jeune tante à aller faire une balade nocturne en tête-à-tête dans notre bateau à moteur. Elle déclina l'invitation. Pas de problème. Il essaya encore quelques jours plus tard, sans plus de succès, et prit de nouveau la chose à la légère. Elle était tout aussi décontractée, et eût-elle passé une autre semaine avec nous, qu'elle eût sans doute accepté l'idée d'une gita nocturne en mer qui aurait facilement pu durer jusqu'au lever du soleil. Une fois seulement pendant ces tout premiers jours, j'avais eu le sentiment que ce garçon de 24 ans, résolu mais accommodant, détendu, désinvolte et placide, qui était si insouciant et à l'aise avec tant de choses dans la vie, était particulièrement sagace. Rien de ce qu'il faisait ou disait n'était irréfléchi. Il perçait chacun un jour, mais justement parce que la première chose qu'il cherchait chez les autres était cela même qu'il avait vu en lui et ne souhaitait peut-être pas voir révélé. C'était, comme ma mère fut scandalisée de l'apprendre un jour, un excellent joueur de poker qui s'éclipsait 2 ou 3 soirs par semaine pour aller faire quelques parties en ville. C'était pourquoi, à notre grande surprise, il avait tenu à ouvrir un compte en banque le jour de son arrivée. Aucun jeune hôte n'avait jamais eu de compte à B. La plupart d'entre eux n'avaient pas le sou. Un analyste, philosophe amateur dans sa jeunesse, qui voulait montrer qu'il pouvait encore passer. Un homme très spirituel et bigre intelligent aussi. Ignoreur et n'aimait pas toujours être contre les pros, même s'il acceptait l'un et l'autre. Oui, avait ainsi à imiter. En interlocuteur, un argument excessif pro. Les gens rient non parce qu'il est drôle, mais parce qu'il télégraphie son désir d'être drôle. Son humour n'est rien d'autre qu'une façon de séduire ceux qu'il ne peut convaincre. Quand on parle, on voit qu'il regarde toujours ailleurs. Il n'écoute pas. Il est impatient de dire avant de l'oublier. Comment pouvait-on deviner le mode de pensée de quelqu'un si l'on n'avait pas déjà soi-même une connaissance intime de ce mode de pensée? Comment pouvait-il percevoir tant de subterfuges chez autrui, tellement ce don haineux et d'injection précise de leur personnalité, mais son aptitude à deviner les choses exactement comme j'aurais pu les deviner moi-même? Ce fut en définitive ce qui m'attira vers l'amitié ou les attraits d'une religion commune. Et si on filme, me dit-il tout à coup un soir où nous étions tous assis dans la salle de séjour, comme s'il venait de trouver subitement une... Nous venions de sortir de table. Pendant le dîner, mon père, selon son habitude, m'avait incité à essayer de ses amis, surtout le soir. Cela frisait la réprimande. Oliver était en... Aussi devais-je lui sembler convenir autant qu'un autre cinéma. Mais il avait posé sa question d'un air bien trop désinvolte et primesautier. Cinéma, et pouvait si bien rester à la maison et continuer à réviser son manuscrit. De sa proposition, ce clin d'œil à mon père. Il feignait seulement d'avoir eu soudain cette idée. En réalité, en s'arrangeant pour ne pas éveiller mes soupçons, il relayait le conseil de mon père à la table du dîner et me proposait d'y aller pour mon seul bénéfice. Je souris, non à cause de la proposition, mais de la manœuvre à double effet. Il remarqua aussitôt mon sourire. Et, l'ayant remarqué, il en esquissa un aussi, presque d'autodérision, sentant que, s'il laissait voir quoi que ce soit, il confirmerait sa culpabilité, mais que refuser de l'admettre l'incriminerait encore plus.
Alors il souriait pour reconnaître qu'il avait été démasqué, mais aussi pour montrer qu'il était assez beau joueur pour l'admettre et prendre encore plaisir à aller au cinéma avec moi. Tout cela me grisa. Ou peut-être son sourire était-il sa manière de répliquer à ma perspicacité avec la suggestion informulée que, s'il s'était laissé surprendre à affecter la désinvolture, il avait aussi trouvé en moi quelque chose susceptible de provoquer le sourire, à savoir le malin plaisir, retors et coupable, que je prenais à découvrir tant d'affinités imperceptibles entre nous. Il est possible que ce ne soit là que le produit de mon imagination. Mais nous savions tous les deux ce que l'autre avait vu. Ce soir-là, tandis que nous roulions à bicyclette vers la ville et le cinéma, j'étais, et je ne me souciais pas de le cacher, aux anges. Alors, avec tant d'intuition, il n'aurait pas perçu la signification de ma brusque dérobade quand il avait posé sa main sur mon épaule? Pas remarqué que je m'étais d'abord abandonné à l'emprise de cette main? Pas deviné que je ne voulais pas qu'il me lâche? Pas senti que lorsqu'il avait commencé à me masser, mon inaptitude à me détendre était mon dernier refuge, ma dernière défense, ma dernière feinte? Que je n'avais nullement résisté? Que c'était une fausse résistance? Que j'étais incapable de résister et ne voudrais jamais résister, quoi qu'il fît ou me demandât de faire? Pas compris, ce dimanche après-midi où nous étions seuls dans la villa et où, étendu sur mon lit, je l'avais vu entrer dans ma chambre et me demander pourquoi je n'étais pas avec les autres à la plage? Que si je refusais de répondre et haussais seulement les épaules sous son regard, c'était simplement pour ne pas montrer que le souffle me manquait pour parler? Que si je laissais échapper un son, ce serait pour bredouiller un aveu désespéré ou émettre un sanglot? Jamais personne depuis mon enfance ne m'avait mis dans un tel embarras. Mauvaise allergie, avais-je fini par dire. Moi aussi, avait-il répondu. On a sans doute la même. J'avais encore haussé les épaules. Il avait pris mon vieil ours en peluche dans une main, l'avait tourné vers lui, et lui avait chuchoté à l'oreille. Puis, tournant l'ours vers moi et modifiant sa voix, il avait demandé « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. » Il avait sûrement déjà remarqué le maillot de bain que je portais. Le portais-je plus bas qu'il n'était décent de le faire? Tu veux aller nager? Plus tard, peut-être, avais-je répondu, répétant ce qu'il m'avait dit plusieurs fois lui-même, mais essayant aussi de prononcer le moins de mots possible pour éviter qu'il ne remarque que le souffle me manquait. Allons-y maintenant. Il avait tendu une main pour m'aider à me lever. Je l'avais saisi et, tournant la tête vers le mur pour qu'il ne vît pas mon expression, j'avais demandé « Il le faut ?» C'était le plus loin que je pourrais jamais aller pour dire « Reste, reste avec moi, laisse ta main aller où elle veut, enlève mon maillot, prends-moi, je ne ferai aucun bruit, ne dirai rien à personne. Je bande et tu le sais, et si tu ne le fais pas, je vais glisser ta main dans mon maillot et te laisser mettre autant de doigts que tu veux en moi. » Il n'aurait rien remarqué de tout ça? Il avait dit qu'il allait se changer et était sorti de ma chambre. On se retrouve en bas. C'est les yeux sur mon maillot, j'avais vu, consterné, qu'il était humide. L'avait-il vu aussi? Sûrement. C'était pourquoi il voulait qu'on aille nager. C'était pourquoi il était ressorti de ma chambre. Je m'étais frappé le front avec mon poing. Comment avais-je pu être si imprudent, si étourdi et si stupide? Bien sûr qu'il avait vu.